Bonjour à tous, férus de cinéma, adeptes de la science et tous ceux qui cherchaient à occuper ces 20 minutes de trajet de métro, bus, voiture, rayer les mentions inutiles. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science. Un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins biscornues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est O Brother de Joel et Ethan Coen. Et la question que l'on se pose, que tout le monde se pose, c'est: sommes-nous tous des héros de la mythologie? Pour cela, nous verrons notamment comment les mythes fondateurs, et en particulier ici l'Odyssée, résonnent toujours avec nos vies et d'où viennent ces derniers. Pour cela, nous avons à nos côtés un expert, Alexandre Farnoux, ancien directeur de l'école française d'Athènes et professeur d'archéologie et d'histoire de l'art grec à Sorbonne Université. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans O Brother. Le film des frères Coen est sorti en 2000 et on y retrouve George Clooney dans le rôle d'Ulysse Everett McGill. Dans l'état du Mississippi, en pleine Grande Dépression, soit les années 30 pour ceux qui ont raté le cours d'histoire, lui et ses deux comparses, le râleur Pete et le simplet Delmar, s'échappent du bagne. Ils se lancent alors à l'aventure pour retrouver leur liberté, leur maison, leur femme ou même un magot, un peu tout ça à la fois, sur fond de bluegrass et de country music. Mais ils sont traqués par le terrible shérif Kool-Aid. Pour arriver à ses fins, Ulysse Everett McGill est prêt à tout. Est-ce que l'un de vous serait forgeron? Son seul problème, il n'est pas seul. Pourquoi ce serait toi, le chef de bande? Parce qu'il me semble que cette fonction requiert une certaine aptitude à l'abstraction. Je suis avec vous, les gars. Regarde, on est fait comme des rats. Pour échapper à la police, il a un plan. Mais pour le long voyage qui les attend, il n'a pas tout prévu. Alors, quel rapport avec la mythologie grecque, me direz-vous? En réalité, O Brother est une adaptation très libre de l'Odyssée d'Homère. La majeure partie des personnages hauts en couleur que vont rencontrer nos héros sont inspirés ou sont des références à ceux de cette poésie épique, allant des sirènes que Ulysse et ses copains croisent au bord d'une rivière, au cyclope Polyphème, évoqué par un vendeur de Bible un poil violent, ou encore Penny, la femme d'Ulysse, rejouant Pénélope, bientôt obligée d'épouser un de ses soupirants, pour ne citer que quelques exemples. Alors Alexandre, vous avez vu le film? Oui, bien sûr. Et vous en pensez Plusieurs quoi? fois. Plusieurs fois en Plusieurs plus. fois. Vous en pensez quoi? C'est une des meilleures réinterprétations, plus que d'adaptation, réinterprétation de l'Odyssée. Et pas seulement de l'Odyssée, dans lequel, en effet, il y a un nombre de références à l'épopée que vous avez rappelées qui sont tout à fait justes. Et on pourrait en rappeler encore d'autres. Il y a énormément de détails. Mais c'est surtout une excellente adaptation du travail du poète Homère, puisqu'il ne faut pas oublier que ce film, c'est aussi une bande-son extraordinaire de musique et de chansons populaires et qui retravaille toute cette matière orale transmise par la musique, ce qui est le fond de l'épopée grecque et de l'Odyssée en particulier, mais d'Iliade aussi. Donc c'est un film, il y a deux aspects, il y a deux traits de référence à l'épopée homérique, à Ulysse et ses aventures, et au poète et à son travail de transmission de la poésie orale. Vous m'avez carrément devancé, puisque j'allais aller totalement sur cette idée de l'oralité, en tout cas de la transmission orale, puisqu'en effet, le film n'est pas une adaptation pure et dure, tout à fait fidèle au texte qu'on a en tout cas d'Homère. Elle reprend plutôt l'idée de la mémoire. Qu'est-ce qu'on se souvient en fait de l'Odyssée? On se rappelle la trame, on se rappelle de certains grands événements, et donc finalement c'est fidèle à cette, comme vous le dites, cette tradition orale de transmission des œuvres, en fait. C'est un peu ça. Oui, ce qui est au cœur de l'épopée grecque, quelle que soit sa forme d'ailleurs, orale ou écrite, ce ne sont pas des événements, c'est la mémoire de ces événements. C'est-à-dire qu'il y a toujours le filtre de la transmission et donc de la transformation, de l'adaptation, de l'altération. Les spécialistes de transmission des papyrus parlent de corruption des manuscrits, et moi j'ai tendance à penser que Homère, c'est le poète de la corruption. Et en tant que tel, il fait comprendre que la mémoire est une altération, mais elle est fondamentalement transmission et identité en même temps. Donc l'Odyssée, c'est tout ça à la fois. C'est les aventures d'un marin habile et filou, mais c'est la mémoire de ces aventures. Et donc dans cette mémoire, évidemment, tout est possible. Dans cette adaptation, là on voit que les frères Coen donc reprennent cette trame-là et la transposent dans une réalité historique finalement. On suit des bagnards, des vrais bagnards des années 30 dans la Grande Dépression, donc on transpose complètement le décorum, mais c'est pas la première fois en fait finalement que l'Odyssée elle est reprise à travers les âges et les arts, elle est réadaptée, on la reprend. Pourquoi en fait d'un seul coup, à travers les siècles, depuis l'Antiquité, finalement cette histoire-là, l'Odyssée, mais même l'Iliade,
elle peut traverser les temps. Pourquoi il y a toujours un moyen d'y faire référence? Pourquoi les gens finalement s'attachent à cette histoire-là en particulier? Parce que la matière épique, et l'Odyssée en fait partie, mais comme l'Iliade, c'est d'abord une matière plastique, c'est-à-dire que c'est une matière qui est malléable. Même si c'est pour nous d'abord un texte littéraire et donc qui nous paraît fixé dans une écriture, il ne faut pas oublier que cette écriture, elle est en fait assez tardive par rapport à l'invention de la matière épique, qui est antérieure probablement au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et cette matière orale, dans un premier temps, s'est précipitée dans une écriture, mais qui n'est jamais restée fixe tout de suite, qui a connu énormément de variantes. Il a fallu attendre un long processus de fixation du texte pour qu'au bout d'un moment, on parvienne à une version consensuelle et partagée et transmise par toutes, qui est celle qui est ensuite mise dans les papyrus, puis ensuite transmise dans les manuscrits médiévaux, puis ensuite imprimée pour nous à partir de la Renaissance, et qui est notre texte de référence. Mais même comme texte de référence, c'est une autorité qui accepte les transgressions, les transformations, les adaptations, les corruptions, et qui fait que chaque époque peut s'approprier la figure d'Ulysse en particulier, ou la figure d'Achille, qui est l'autre héros de l'Iliade, peut se l'approprier parce que ses aventures sont racontées de telle manière que tout un chacun peut y retrouver soit une part de son expérience individuelle, soit une part du destin auquel il participe quand il appartient à une communauté. Et du coup, c'est un texte qui reste toujours un texte actuel. Oui, justement, c'est pour me poser la question, qu'est-ce qui nous plaît tant? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à cette histoire? C'est quoi les thématiques, en fait, qui ressortent plus que ça, qui fait qu'encore maintenant, et on le voit avec les frères Cohen, ça reste valable cette histoire? Parce qu'il y a deux aspects dans l'Odyssée. Il y a à la fois des idées, je dirais, générales qui sont universelles et transmissibles. L'humanité aux prises avec les éléments, aux prises avec la volonté des dieux, aux prises avec l'adversité, qui a toujours le moyen de puiser en elle la force de surmonter ça, qui est un message d'espoir que Ulysse représente. Et donc il y a ce niveau à la fois philosophique et général qui permet à l'homme de se doter d'un destin qu'il choisit et qu'il assume. Et puis à côté de ça, il y a un aspect extrêmement humain et personnel. Ulysse, on le voit pleurer, on le voit chanter, on le voit être en colère, on le voit être amoureux, on le voit démuni, et donc on le voit profondément humain. Et donc ce mélange à la fois d'universel et puis de personnalité individuelle fait que le lecteur ou l'auditeur, puisque c'est un texte qui, même écrit, est fait pour être entendu, il trouve toujours quelque chose qui lui parle. Les frères Cohen le mettent avec des bannières, c'est-à-dire vraiment n'importe qui peut être Ulysse. Est-ce que c'est un côté, tout le monde pourrait être Ulysse? Il y a quelque chose, on peut s'identifier? Oui, je pense que les frères Cohen, en prenant le bagnard, ont pris celui qui est aux prises avec la plus grande adversité possible. Il est emprisonné, il n'a pas de liberté, il est puni, il est sous le coup d'un châtiment, comme Ulysse était sous le coup d'un châtiment de Poséidon et des dieux. Donc le bagnard, d'une certaine manière, était une façon de transposer habilement le destin qui frappe Ulysse et qui, contre cette condamnation, malgré ça, va faire croire qu'il cherche un magot et en fait cherche Pénélope et retrouve Pénélope, malgré cette adversité. C'est assez habile de leur part. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bagnards, c'est aussi un univers où l'oralité compte beaucoup. La première scène du film, c'est des bagnards qui cassent des pierres sur le chemin. Et qui chantent. Et qui chantent. Et cette chanson, les frères Cohen l'ont dit dans une interview à un moment donné, c'est une chanson qui a été enregistrée par un ethnomusicologue dans les années 50, quand il a compris que ces bagnards du sud de l'Amérique avaient tout un patrimoine de chansons non enregistrées, entièrement transmis oralement, et il est allé les enregistrer pour retenir ces chansons. Et je pense que les frères Cohen étaient au courant du travail qui avait été fait auprès des poètes de l'oralité en Albanie, en Macédoine, dans les années 30 par Milman Parry et Albert Lord, qui sont allés enregistrer les derniers poètes de l'oralité pour retenir ce trésor de chansons populaires et d'épopées orales, avant que ça ne disparaisse complètement, pour essayer de comprendre quel était le travail de Homère comme poète de l'oralité. Et donc les frères Cohen ont vraiment fait un travail d'une extrême finesse dans la reprise de cette tradition épique autour d'Ulysse. Par exemple, on avait eu l'occasion de se rencontrer auparavant et vous m'expliquez que vous, ayant vécu à Athènes, il y a eu plus d'adaptations. Il n'y a eu jamais quasiment autant d'adaptations
théâtrale, du moins de l'Odyssée, que ces 10 dernières années à peu près. Et comment on pourrait justifier en fait encore une fois la contemporanéité de cette histoire? Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une universalité dans l'Odyssée qui fait que à tout moment, un pays, une communauté traverse une phase de son histoire dans laquelle ces grandes œuvres littéraires font écho en fournissant des motifs, des personnages, des attitudes, des événements qui prennent un sens particulier. L'Odyssée, qui est le récit d'un migrant à travers la Méditerranée, puisque Ulysse se retrouve sur un radeau au large de la Méditerranée, battu par les flots, manquant de se noyer et sauvé par Athéna. Aujourd'hui, en Grèce, la figure d'un homme sur un radeau perdu dans la Méditerranée, c'est une figure qui a une actualité évidemment considérable après la crise des migrants de 2015 et la nouvelle crise des migrants qui recommence aujourd'hui en 2020. La figure du migrant noyé en Méditerranée, malheureusement, c'est une figure qui a une actualité particulière, et en Grèce, a fortiori, qui est la première terre d'arrivée de ces réfugiés qui arrivent sur les terres grecques. Donc, c'est vrai qu'en Grèce, et c'est vrai qu'à Athènes, ces dernières années, les adaptations théâtrales de l'Odyssée ont été particulièrement nombreuses, y compris des adaptations dans lesquelles on faisait jouer des réfugiés syriens à Athènes, dans des tout petits théâtres. On voit bien en fait que finalement, ce mythe fondateur, c'est fait partie des mythes fondateurs, est applicable à nos vies. On peut le ramener au réel, on peut le transposer dans le réel, mais eux-mêmes, ces mythes viennent pas de nulle part. On imagine qu'à partir du moment où il y a une transmission orale d'une histoire, c'est que l'histoire, elle est née quelque part. Donc, comment on fait pour savoir d'où viennent ces mythes-là? Alors, il y a deux moyens de remonter le fil. Il y a d'abord un moyen qui est lié à la langue, à la philologie. C'est que les histoires, c'est d'abord des mots. Et les mots, c'est des mots qui ont une histoire eux-mêmes. Leur combinaison a une histoire. Donc, il y a toute une partie des philologues qui travaillent sur l'origine de cette matière orale, de ces mots, de ces histoires, en essayant de retracer en Méditerranée, de retrouver dans cet espace méditerranéen un corpus de récits légendaires, de voyageurs perdus au milieu des mers. Et Dieu sait s'il y a, à travers les civilisations de Méditerranée, en particulier de Méditerranée orientale, des récits de ces voyageurs perdus, poursuivis par le châtiment des dieux, qui essaient de s'en sortir et puis qui s'en sortent malgré tout. Donc il y a une première tentative qui est de relier cette matière grecque à une matière proche orientale, disons, qui essaie de situer ces grands héros. On a pensé aussi à un moment qu'il y avait une matière phénicienne qui pouvait être derrière la matière odysséenne. Donc ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste, évidemment, c'est que tous ces poèmes sont des mots, mais c'est des mots qui renvoient à un monde réel, en tout cas qui parlent d'objets, qui parlent de maisons, qui parlent de villes, qui parlent d'itinéraires, qui parlent de lieux. Et du coup, il y a eu toute une tradition, cette fois-ci plutôt archéologique, qui visait à essayer de retrouver les endroits où Ulysse était passé à travers sa pérégrination en Méditerranée, depuis Troie jusqu'aux colonnes d'Hercule, en passant par la Tunisie, par l'Italie, enfin essayer de retrouver tous ces itinéraires. Donc l'archéologie a cherché à géolocaliser, en quelque sorte, pour employer un terme contemporain, les errances d'Ulysse en Méditerranée. Ça a été le travail en particulier de très nombreuses personnes. Les premiers, évidemment, ont été les voyageurs, mais c'est surtout le travail de Victor Bérard et du photographe Fred Boissonnat qui, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, ont sillonné la Méditerranée pour retrouver les escales d'Ulysse à travers la Méditerranée. Et avec cette géolocalisation, les archéologues ont fait des fouilles pour essayer de retrouver le palais d'Ulysse, les reliques laissées par Ulysse à travers la Méditerranée. Et donc on partait du principe que c'est quelqu'un qui avait vraiment existé. Oui, c'est à vrai dire une idée qui existe déjà dans l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, il y a déjà, quand on parcourt les textes anciens, les historiens, les géographes, il y a à peu près une quinzaine de reliques d'Ulysse réparties sur l'ensemble de la Méditerranée, plutôt Méditerranée occidentale, puisqu'Ulysse c'est l'aventure vers l'Occident, Troie et l'Iliade c'est l'aventure vers l'Orient, Ulysse c'est l'aventure vers l'Occident. Et Ulysse a laissé des traces de son passage, il a laissé son bonnet en Italie, il a laissé son bol de petit déjeuner en Espagne,
Espagne, il a construit un temple en Espagne, il y a un hôtel... Entre le bol du petit déjeuner et le temple, on est quand même sur une... Oui, des choses très différentes. Vraiment, des choses très différentes, mais ça nous est raconté par les textes, qu'Ulysse a fait tout ça et a laissé tout ça dans son itinéraire. Et il y a même Tacite, un auteur romain, qui nous dit qu'en Germanie, il y a un hôtel que Ulysse a érigé pour remercier les dieux de lui maintenir la vie sauve, quelque part en Allemagne. Donc des reliques d'Ulysse, il y en a un peu partout à travers le monde. C'est pour ça que c'est un héros aussi qui est partageable, parce qu'il n'est pas un héros lié à une terre donnée. C'était pour ça que c'est un héros très particulier pour la Grèce. C'est pas un héros qui a un enracinement national qui fait que, comme Thésée, qui est un héros athénien, et puis personne ne peut toucher à Thésée parce qu'il est d'Athènes, point. Ulysse, il est de partout, Ulysse. Donc, du coup, tout le monde peut prétendre avoir un bout d'Ulysse ou avoir participé à l'histoire d'Ulysse. Et pour les Grecs, c'est un héros panhellénique par excellence. Et il n'y en a pas beaucoup des héros panhelléniques comme ça en Grèce. C'est ce qui fait sa fortune, évidemment, et qui fait que les archéologues ont, à un moment donné, pensé qu'on pouvait retrouver, et certains le pensent encore, qu'on peut retrouver des traces d'Ulysse. Il y a des missions qui recherchent le palais d'Ulysse à Ithaque toujours aujourd'hui. Bon courage à eux. Vous cherchez fortune, vous qui êtes à présent enchaîné. Trouverez fortune, même si ce n'est pas celle que vous cherchez. Mais d'abord, il vous faudra accomplir un long et difficile périple. Votre route sera semée d'embûches. Vous verrez des merveilles qui mériteront d'être comptées. Une bête à cornes, perchée sur le toit d'un hangar à coton et tant d'autres prodigiosités. Je ne peux pas vous dire combien de temps durera votre voyage, mais que les obstacles ne vous effraient pas. Le destin vous octroiera sa récompense. La route peut serpenter, le découragement peut vous gagner. Aussi ingrat que s'avère le chemin, suivez-le jusqu'à votre salut. Mais donc en fait, c'est un peu l'homme mondial, l'homme sans frontières avant l'heure, cet Ulysse, quoi. Oui, c'est un homme très actuel, en fait, très contemporain. Oui, c'est un homme qui, évidemment, a inventé la mondialisation avant tout le monde, et la mobilité internationale. Il a traversé, évidemment, toute la Méditerranée, tous les pays. Et quand on cartographie les reliques d'Ulysse, on est frappé du fait que ça couvre toute la Méditerranée occidentale, ça va donc jusqu'en Allemagne. C'est vraiment un héros, en effet, qui mondial, et qui en tant que tel est un homme sans frontières. J'avais lu, alors peut-être que vous allez m'enlever un mythe de la tête, que par exemple, ce qui expliquerait l'existence d'un personnage comme Polyphème, le cyclope, ce serait que les Grecs étaient tombés sur des crânes de mammouths et ne sachant pas que c'était des mammouths, ont interprété ça en c'est un cyclope, puisque le crâne de mammouth a une espèce de grande béance au milieu qui ressemblerait à un œil. Et donc ça expliquerait en partie peut-être d'essayer à chaque fois que les mythes fassent sens de quelque chose qu'à l'époque la science de l'époque ne pouvait pas expliquer. Est-ce que c'est le cas avec l'Odyssée, par exemple? Est-ce que vraiment on sait que tel personnage ou tel l'autophage qui mange du lotus et qui sont vraiment tirés peut-être de quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer à l'époque? Est-ce qu'on peut archéologiquement, on peut trouver des traces de ça ou... Non, archéologiquement pas trouvé de traces, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a en revanche des attestations très très claires de ce que les Grecs, les premiers, et puis nous ensuite, à la trace, on a cherché à rationaliser ces monstres de l'Odyssée, parce que les monstres de l'Odyssée sont assez uniques dans leur genre, et du coup, on a essayé de leur donner une raison. Pourquoi est-ce qu'il y a des cyclopes? Pourquoi est-ce qu'il y a des sirènes? Pourquoi il y a Circé? Pourquoi il y a... Et on a cherché à rationaliser tout ça, en effet, en le reliant à un phénomène que les Grecs connaissent bien. Les Grecs, ils sont comme nous. Quand ils ont construit leur maison, ils ont fait des trous dans la terre, et en faisant des trous dans la terre, ils sont tombés sur des choses qui étaient antérieurs à eux. Et en particulier, il leur est arrivé assez fréquemment, comme ils habitaient quand même sous plusieurs générations au même endroit, en construisant des temples, de tomber sur des tombes plus anciennes. Et une des réactions la plus fréquente qu'on voit chez les anciens, quand ils tombent sur une sépulture ancienne, c'est de considérer que c'est une sépulture de héros. Et très souvent, ils vont faire des commentaires sur le fait que les os sont plus grands que les os des hommes d'aujourd'hui. C'est parce que les héros appartiennent à une époque où les hommes étaient plus grands, les animaux étaient plus
plus grand, plus monstrueux, plus... Et donc, il y a cette rationalisation du passé, avec une espèce de mise en chronologie, avec un âge d'or où tout le monde est plus grand, plus fort, plus costaud, etc. C'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant. Puis un âge du fer qui est le nôtre, dans lequel on est petit, malade, etc. Donc, et puis, il y a en effet le fait de vouloir articuler les monstres de l'Odyssée à des choses qu'on ne comprend pas bien et qu'on essaie de mettre ensemble pour en donner un sens. Le Cyclope, l'autre explication, c'est l'œil rond, l'œil du cratère, donc une île volcanique, donc le lié à l'activité volcanique visible en Méditerranée. Le Cyclope, de toute façon, pose un problème terrible. Homère, comme il le fait toujours, il décrit très très peu les monstres, il donne très peu d'indications. Le Cyclope, il nous dit rien. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il a un œil rond. Et comme c'est employé au singulier, c'est pour ça qu'on pense qu'il n'a qu'un seul œil, et qu'il est aveuglé par Ulysse avec un seul coup de bâton, donc ça veut dire qu'un seul coup de pieu, donc ça veut dire qu'il n'a qu'un seul œil, mais comment il n'a qu'un seul œil, ça reste très très mystérieux cette histoire. Et les imagiers ont eu beaucoup de problèmes pour représenter le Cyclope Polyphème est un des épisodes les plus célèbres et les plus représentés et dans l'Antiquité et à partir de la Renaissance, à l'époque moderne en particulier, mais les imagiers ont eu vraiment énormément de mal à représenter le Cyclope. C'est une vraie énigme, le visage du Cyclope. Et donc c'est intéressant parce que vous expliquiez aussi tout à l'heure que en gros, autant on cherche à faire sens de l'Odyssée ou de l'Iliade en cherchant les endroits, en finalement en essayant de trouver la véracité derrière ces textes, mais finalement les textes agissent aussi comme des indicateurs de recherche archéologique, c'est-à-dire on pourrait lire les textes, tiens, faudra aller chercher là-bas puisque c'est écrit dans le texte. Les deux se répondent en fait, les deux finalement se coexistent et se co-alimentent, c'est un peu ça l'archéologie et le mythe finalement. C'est sûr que les deux textes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ont été utilisés par les voyageurs et par les archéologues, comme on utilise des historiens et des textes d'historiens et de géographes. C'est-à-dire que on a pris l'Iliade pour retrouver Troie et retrouver Mycène, et on a pris l'Odyssée pour retrouver le chemin d'Ulysse. Et ça a joué comme une sorte d'indicateur de chemin de fer pour les uns et les autres, pour essayer de retrouver ces traces. Homère, on a hérité de la conception que les anciens avaient d'Homère. Moi, c'est une chose qui me fascine beaucoup, c'est que nous lisons Homère quasiment comme le lisaient les anciens. Et ça, c'est quand même une chose assez étonnante. C'est-à-dire que nous lisons Homère, par exemple, pour tous ceux qui ont Homère à la main et font de l'archéologie, ils lisent Homère comme on le lisait dans l'Antiquité. Par exemple, Homère était considéré comme le père de la géographie. On considérait que la lecture de l'Odyssée, et c'était d'ailleurs une lecture obligatoire à l'école dans l'Antiquité, c'est le cours de géographie qu'on donnait aux gamins, parce que, oui, bien sûr, il exagère un peu avec le Polyphème, avec les sirènes, mais avec son la description qu'il fait de la Méditerranée, il est allé voir tous ces pays, il les a vus, et il raconte de manière un peu imagée tout ce qu'il a rencontré sur place. Donc, c'est vraiment le père de la géographie, c'est ce que dit Strabon. Strabon dit que, oui, bien sûr, il faut faire la part des choses, mais que dans le fond, c'est quand même le père de la géographie. Et cette façon d'établir l'autorité d'Homère, d'une certaine manière, nous en avons hérité. On reconnaît cette autorité, entre guillemets, scientifique d'Homère, encore aujourd'hui. Et c'est assez amusant de voir que nous lisons comme on le lisait à Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même une permanence assez étonnante. Fin du voyage, messieurs. Non, mais... Avancez. Après bien des détours d'un chemin sinueux, voilà qu'il vous ramène en ces lieux. En tout cas, maintenant, je suis ravie d'en savoir un petit peu plus sur l'Odyssée, sur Homère. Et merci beaucoup, Alexandre Farnoux, d'être venu donner quelques nouvelles de l'Antiquité et de rationaliser tous ces mythes pour nous. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois, dans la joie, la bonne humeur, enfin, ce qu'on peut, pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.